On a tous connu ce moment, je pense. Ce petit flottement dans une conversation où un sourire, un regard un peu plus long que la norme, nous fait douter. Oui, absolument. Gentillesse, simple politesse, Oui, ou bien autre chose. c'est cette zone grise en fait qui est universelle dans les relations humaines. Et la source principale qu'on va explorer aujourd'hui, elle plonge vraiment tête la première là-dedans. Elle propose une sorte de guide, une grille de lecture pour répondre à cette question. Est-ce que j'interprète bien les signes? Et la promesse de ce texte est forte. Il ne s'agit pas, soi-disant, de clichés vus et revus, mais je cite, des 9 signes psychologiques les plus fiables. Tiré de la vraie psychologie féminine, c'est ça. C'est ça. L'idée de fond, c'est que les femmes, pour diverses raisons, n'exprimeraient pas toujours verbalement leur intérêt. Elles préféreraient envoyer ce que l'auteur appelle des signaux silencieux. D'accord. Donc, notre mission aujourd'hui, ce n'est pas de lister bêtement ces signes, Non, mais plutôt de les questionner, de voir ce qu'ils disent sur la communication non dite et peut-être sur les limites de ce genre de manuel. exactement. On ne cherche pas une formule magique, loin de là. On cherche à mieux comprendre une dynamique. Bon, alors allons-y. La source commence par ce qu'elle appelle l'invitation non verbale. Le tout premier signe, c'est le regard. Il est décrit comme appuyé, plus long, plus profond, un appel silencieux. C'est le point de départ classique. Mais la source insiste sur une distinction qui est, je trouve, assez fine. C'est la différence entre le contact visuel normal, social, bref, et celui qui dure juste 1 seconde de trop. Et c'est cette seconde qui change tout. Voilà, c'est ce qui brise la routine et qui charge le regard d'un tout autre sens. C'est une ouverture, une façon de dire « je te vois et je suis ouverte à ce que tu me vois aussi ». Et ça me fait penser au 4e signe de la liste, qui est dans la même logique. Le contact physique subtil. Ah oui, Le texte donne des exemples très concrets. Frôler un bras, une tape légère, ou le fameux prétexte de la poussière imaginaire. et là-dessus, l'auteur est très catégorique. Il affirme qu'une femme ne le ferait jamais avec un homme qui ne lui plaît pas. C'est une affirmation forte, ça. Très forte. C'est sans doute une généralisation, mais le concept derrière est intéressant. C'est la notion d'espace personnel, la proxémie. Toucher quelqu'un, même très légèrement, c'est entrer dans sa bulle. Et selon la source, ce serait une sorte de test à bas risque. Pour voir comment l'autre réagit. Exactement, pour mesurer la réceptivité au contact sans que ce soit une avance explicite. D'accord, donc on a une première phase d'invitation silencieuse, regard, contact, mais ça reste très ambigu, non? Complètement. Un regard peut être mal interprété, un contact peut être un accident. On peut vite tomber dans la paranoïa? C'est le danger principal de toute cette démarche. On transforme une interaction en chasse aux indices. Mais l'argument de la source, c'est que la clé, ce n'est pas un signe isolé, mais leur accumulation. Et c'est là qu'on passe à une deuxième phase que le texte décrit comme un investissement actif. Oui, on n'est plus dans le passif, on est dans des actions concrètes. Comme le deuxième signe, elle crée des occasions de parler. Poser des questions, même banales, demander un avis. Le texte dit que ce n'est jamais un hasard. En fait, c'est la théorie de l'investissement relationnel. On met du temps, de l'énergie dans ce qui a de la valeur pour nous. En créant ces points de contact, la personne ne fait pas que répondre, elle co-construit l'échange. Elle met du carburant dans le moteur, quoi. C'est exactement ça. Mais là, je me fais l'avocat du diable. Une personne juste très sociable ou polie, elle ne ferait pas la même chose? C'est toute la question. C'est le point faible de ces listes, elles ignorent la personnalité de base. Et du coup, qualité de son investissement. Se rendre disponible même quand on est débordé. Voilà, le temps c'est une ressource qui n'est pas renouvelable. La façon dont on le distribue, ça révèle nos vraies priorités. Et cet investissement, il atteint son sommet avec le 6e signe. Pour moi, c'est peut-être le plus fort. Elle confie des détails personnels. Oui, là on quitte vraiment la surface. On entre dans son monde intérieur, ses peurs, ses rêves. C'est un acte de confiance énorme. Fondamental. La psychologue Brené Brown parle beaucoup de la vulnérabilité. Se montrer vulnérable, c'est baisser sa garde. En partageant ça, elle offre une part d'elle-même. Et elle teste, en quelque sorte, si l'autre est digne de la recevoir. Bon, on a eu l'invitation, l'investissement, maintenant la source aborde des signaux plus subtils. Et c'est là qu'on arrive au cœur de notre sujet aujourd'hui. Le 3e signe. Sa voix change. À la voix. Oui. Le texte dit que c'est un détail presque incontrôlable, que la voix devient plus douce, plus rassurante, parfois même légèrement hésitante. C'est un point fascinant. Ça touche à la physiologie de l'émotion.
Notre état émotionnel a un impact direct sur nos cordes vocales. Le stress, l'attirance, ça modifie le ton, le débit, la hauteur de la voix. C'est un marqueur involontaire de son état intérieur, donc. La source le présente comme ça, oui. C'est moins ce qu'elle dit que la musique de ces mots. Mais n'est-ce pas un peu cliché ? On adapte tous notre voix en fonction de notre interlocuteur. Vous avez raison de le souligner. On ne parle pas de la même façon à un enfant ou à son patron. Bien sûr, la source le présente comme infaillible, mais c'est plus nuancé. Ce qui serait pertinent, ce n'est pas que la voix devienne plus douce, dans l'absolu. Mais qu'il y ait un changement. Un changement notable, oui. Par rapport à la façon dont elle parle aux autres dans le même contexte. C'est cette variation qui pourrait être un indice, pas une preuve. Cette nuance est essentielle. Continuons dans le subtil. Le 7e signe, elle le compare aux autres hommes, mais à son avantage. En utilisant des mots comme différent, mature, spécial. Ça, pour le coup, ça me semble assez direct. C'est direct et indirect à la fois. Ce n'est pas un compliment simple comme « tu es beau », c'est une validation de l'identité. Dire « tu es différent », c'est dire « la façon dont je te perçois est unique ». Tu as passé un filtre que les autres n'ont pas passé. C'est ça, je te vois, maintenant, approche. C'est une forme de renforcement positif très, très puissant. Et on arrive au signe le plus controversé, je crois. Le 8e, elle le teste. Ah, les fameux tests. Le texte donne des exemples, un petit silence, un regard fuyant, une question piégée. Honnêtement, ça sonne un peu comme de la manipulation. L'auteur prend des pincettes, c'est vrai. Il précise bien que ce ne serait pas un jeu malsain, mais une stratégie presque subconsciente. Pour évaluer quoi ? Sa solidité. Sa stabilité, sa confiance en lui. En créant une petite turbulence, elle observerait sa réaction. Est-ce qu'il panique ? Est-ce qu'il reste calme, confiant ? La source conclut par une phrase forte. Une femme qui teste, c'est une femme qui espère. Elle espère être rassurée, c'est l'idée. C'est une perspective, mais ça reste un terrain glissant. Ça peut aussi être le signe d'une personne qui est juste anxieuse en relation, non ? Absolument. C'est une excellente remarque. Le même comportement peut avoir des origines radicalement différentes. C'est la limite de ce genre de grille de lecture unique. Et enfin, le 9e et dernier signe. Le plus évident, hein ? Elle laisse des ouvertures. Oui, là on sort du subtil. Proposer de se revoir, accepter une sortie sans hésiter, c'est la ligne d'arrivée, quoi. C'est ça. La source utilise une analogie simple. Une personne pas intéressée ferme les portes. Une personne intéressée les ouvre en grand. Elle met le paillasson et elle allume la lumière du porche. L'invitation n'est plus qu'une formalité. Donc, pour résumer cette source, le message est, si plusieurs de ces signes sont réunis, ce n'est plus un hasard. C'est un message clair. Oui, un message du cœur, du corps et de l'inconscient, pour reprendre leurs mots. Et l'appel final du texte, c'est d'oser, d'agir avec confiance et respect. Avec cette phrase de conclusion, une femme qui t'envoie ces signes ne veut pas que tu devines. Elle veut que tu comprennes. C'est une conclusion qui se veut responsabilisante. Elle transforme le jeu de devinette en un langage à apprendre. Voilà, on vient de passer en revue une grille de décodage très structurée, presque scientifique. Un système en 9 points pour tenter de rationaliser l'irrationnel. Et tout au long de nos discussions, j'ai eu le sentiment de réductionnisme, comme si on essayait de faire rentrer une personne dans des cases. Et ce sentiment est au cœur du problème. C'est pour ça que la deuxième source qu'on a est si percutante. Oui, cette deuxième source est, on peut le dire, radicalement plus courte. C'est le moins qu'on puisse dire. Et composée de 2 mots. Seulement 2 mots. Une femme. Une femme. Le contraste est brutal. Et c'est là que se trouve la véritable analyse, je crois. C'est exactement l'effet que ça produit. On vient de passer tout ce temps à disséquer, à catégoriser, à interpréter. On a construit un échafaudage intellectuel complexe pour décoder une intention. Et puis, ces 2 mots arrivent et font tout s'effondrer. Oui. Et ça me pose la question fondamentale. Après avoir appris tous les codes, toutes les techniques de décryptage, ne faut-il pas tout oublier au moment crucial ? Se rappeler que derrière les regards, les sourires, les changements de voix, il n'y a pas un système à pirater. Il y a simplement une personne. Une personne dans toute sa complexité. Exactement, avec son histoire, ses contradictions, qui débordera toujours des 9 cases qu'on essaie de lui imposer. Et la question que ça laisse en suspens, c'est est-ce que la tentative de tout décoder ne nous fait pas courir le plus grand risque de tous ? Lequel ? Celui de regarder les signes et de ne plus voir l'être humain qui se tient juste en face de nous.